j'aborde ceci vraiment dans l'idée d'une discussion, une discussion que peut-être je voudrais ouverte. Je pense que beaucoup de gens ici ont réfléchi sur ces différentes questions, ces différentes thématiques. C'est aussi, je pense, l'exercice d'avoir non pas forcément des présentations assez formelles du type conférence, comme on en fait régulièrement Jean-François et moi, mais plus un échange et peut-être même une discussion. Donc, dans quelques mots d'ouverture que je voudrais présenter sur cette grande question qui est notre intitulé aujourd'hui, tel qu'il a été aimablement choisi par les organisateurs de l'Empire ottoman aux États-nations du Moyen-Orient, je partirai à partir d'une double interrogation qui en fait rejoint un petit peu ce qu'on vient d'entendre en introduction. Une question large, une question, je dirais, historique, une question universelle, qui serait la suivante. Comment s'organisent les sociétés? Comment s'organisent les sociétés par rapport au mode de pouvoir, par rapport aux populations en sein, et quel sens, deuxièmement, donner à ceci? Quelle lecture, plus précisément, peut-on donner à ce qu'on pourrait appeler des trajectoires? Et donc, à partir de cette double interrogation, posée bien entendu sur ce qu'on va largement considérer comme étant le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, je précise tout de suite que l'ère elle-même reste toujours, encore et toujours à définir. Le MENA, comme on l'utilise en anglais, le Middle East et North Africa, est un concept en réalité qui ne correspond pas à une région précise. Nous avons ce qui est communément compris comme le Moyen-Orient, qui est en réalité tout simplement l'Asie de l'Ouest. Et puis nous avons la péninsule arabique. Et puis nous avons un certain nombre de pays arabes qui sont dans l'Afrique du Nord et qui ne sont pas forcément considérés en général comme étant d'ailleurs d'Afrique du Nord. Prenez le cas de l'Égypte, qui est éminemment dans l'Afrique du Nord, mais qui est considéré comme un parti dans ce qu'on appelle le Mashriq, c'est-à-dire le côté est de la région. Il y a une définition religieuse. Tout ceci est principalement dans le monde musulman, mais il ne l'est pas simplement. Le monde musulman commence en Afrique de l'Ouest, va jusqu'en Asie. Le Moyen-Orient en soi a au moins 3 autres pays qui ne sont pas forcément arabes, la Turquie à l'évidence, l'Iran, Israël. Donc nous avons toutes ces identités qui se télescopent dans cette ère. Mais on a bien compris que lorsqu'on parle du Moyen-Orient, on est dans cette zone du monde. Donc je traiterai ça dans ce sens large, avec ces nuances que j'ai indiquées. Je vais partir de la deuxième question, celle de la lecture, qui me pose le plus de soucis. Parce qu'en réalité, l'examen de l'histoire est une question sur laquelle on peut se retrouver, on peut avoir des points d'interrogation, on peut avoir des points, disons, de débat, mais c'est une question relativement clinique, d'observation. L'historien cherche à la reconstruire, le politologue à lui donner des mathématiques, à l'observer, le sociologue à la déconstruire. De manière générale, les sciences sociales cherchent à vous donner des clés, les lecteurs, le grand public, mais au bout de tout ceci, nous avons, qui ne me pose plus de problème, un récit. Et là, je dirais, tout de go, qu'un récit a pris contrôle de la présentation de l'actualité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Un récit spécifique dont je vais donner les clés. On pourrait, je pensais en venant tout à l'heure, essayer de chercher à dater, toujours un exercice superficiel, surtout pour l'historien, mais on pourrait chercher à dater quand est-ce que commence cet exercice. Et là, j'identifierais peut-être Suez, 1956. Une date importante, un passage de bâton d'un empire à l'autre, un double empire britannique, français, à l'empire naissant américain, mais les deux, en fait, le premier ne se termine pas complètement, l'autre avait déjà entamé sa trajectoire, mais on a un moment important dans lequel ce récit qu'on voit dans les journaux à l'époque, le lien de la présentation est très important, dans la radio, la télévision, les livres, les médias sociaux à terme, les séries télévision, les films, on a un récit qui se joue sur le mode de la tragédie. Toujours, encore, lorsqu'on parle du Moyen-Orient, on part sur cette espèce de pessimisme, sur cette espèce d'aspect exceptionnalisé de problèmes. On a des acteurs, des bons, des méchants, beaucoup de possédés, entre guillemets, au sens dostoïevskien du terme. On a un message qui est contenu dans ce narratif, dans ce récit, qui est celui de régions problématiques, de peuples problématiques, bloqués dans une espèce de conflictualité, de violence, de conflits armés, encore et toujours. Le récit est mis à jour en 67, en 73, avec les 2 invasions du Liban, en 78, en 82.
la guerre du Golfe en 91, la saga des sanctions durant les années 90, le 11 septembre, l'invasion de l'Irak en 2003, la grande épopée, entre guillemets, d'Al-Qaïda durant les années 2000, celle de l'État islamique durant les années 2010, le conflit syrien, et où nous en sommes aujourd'hui, avec des acteurs de second rôle, toujours, bien entendu, la Libye, le Yémen, etc. C'est un récit résistant qui met à épreuve notre compréhension de ces choses, même si dès 1978, l'intellectuel palestinien américain Edward Said, dans son ouvrage Orientalism, nous fait une critique révolutionnaire, pour le coup, et non pas simplement innovante, nous expliquant tout ce qui ne va pas avec ce récit orientaliste. Le terme entre, bien entendu, dans notre compréhension, son aspect réductionniste, son aspect raciste, son aspect culturaliste au sens large, et tout simplement intellectuellement déficient. Pourtant, le récit est résistant. Il reste encore et toujours avec nous. C'est un récit trompeur, vous l'aurez compris, et c'est un film de mauvaise facture, à moins qu'on aime les séries B. Pourquoi ? Parce qu'il est, à mon sens, anhistorique, et parce qu'il ne traite pas les deux principaux développements dans cette région au sens large. Le premier, c'est celui de la construction de l'État, qui a été mentionné, et le second, qui vient en avant en fait, mais je le pose secondairement, celui de la grande dimension coloniale, post-coloniale. Je traite les deux en même temps parce que j'y vois beaucoup de correspondances. L'aventure commence il y a un siècle, effectivement, l'Empire ottoman, dont on n'insistera jamais assez sur la matrice qu'il a posée dans la région, matrice administrative, matrice politique. Alors précisons bien entendu que ce qui est intéressant avec l'Empire ottoman, presque paradoxal, c'est que c'est un empire précisément colonial, entre guillemets, mais qui est de la région elle-même. Donc nous avons la Turquie contemporaine qui a dominé, contrôlé en fait la grande, vaste ère de ce qui est le monde arabe, le monde dans cette région, jusqu'aux confins du Maroc. Vous avez toute l'Afrique du Nord, Libye, Tunisie, Algérie, bien entendu, à l'évidence, le grand pan de la vallée du Nil, notamment l'Égypte, et tous ces terrains qui sont tenus pendant 400 ans par la Porte Sublime, par un empire musulman, sunnite, à Istanbul, donc beaucoup de facilités culturelles de pont, mais tout de même une présence coloniale au sens clinique. Et si vous vous souvenez de la mise en scène hollywoodienne dans Laurence d'Arabie, vous voyez un mouvement de rébellion qui naît en 1916, dirigé par un prince, par le chef à la Mecque hachémite, qui cherche à reconquérir et qui va reconquérir et reprendre Damas et Jérusalem en 1918, en ce sens-là. Donc nous avons cette matrice qui est très importante, qui laisse sa marque sur la région, une question de l'État qui se met donc, à mon sens, clairement dans ce biais. D'abord, la matrice qui demeurera incomplète, parce que la grande tragédie de l'Empire ottoman, c'est son alliance avec l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, et du fait, l'accélération de ce qui devait inévitablement arriver, la modernité, l'entrée dans la modernité de l'État que Atatürk va construire quelques années plus tard, sur la lancée des jeunes Turcs, mais nous avons quand même une accélération de tout ceci durant la période des années 1910 qui fait que ceci se met en place, alors que ce n'est pas complètement dessiné, pas complètement terminé. Donc nous avons une fin d'empire au sens littéralement, disons, classique du terme, et nous avons par la suite l'équation coloniale post-coloniale. La question coloniale se pose dans le Moyen-Orient, dans ce sens-là, sur une double temporalité. Vous avez à la fois la belle époque coloniale qui avait commencé un peu plus tôt, disons à partir de 1830, 1840, pour rester sur l'Algérie, l'Afrique du Nord, à travers toute la région, mais nous avons également, par la suite, l'élément politique important pour la mise en place de ces États, qui est le fameux système des mandats, qui va être mis en place précisément au Levant, à l'évidence, et qui va être une forme de mise en place d'un État, c'est la lettre que la Société des Nations ici présente, mais qui est en réalité une forme de proto-colonialisme et qui déjà obère le projet parce qu'il perpétue une forme de contrôle qui ne dit pas son nom et donne le là pour ce qui va se jouer pour le reste des décennies à venir. C'est-à-dire cette espèce de comédia dans laquelle nous avons des acteurs qui pensent donner une émancipation, mais qui en réalité fonctionnent éminemment sur le mode colonial, ce qui se joue ailleurs en parallèle. Pensons à l'Afrique subsaharienne, bien entendu, et une partie de l'Asie en ce sens-là. Cette équation, je le disais à l'instant, à mon sens, est indissociable, et j'insiste là-dessus, chers amis, de l'épisode post-colonial.
pour vous le donner tout de go, je ne vois que très peu de différence entre l'État colonial et l'État post-colonial, qui ne fait que rejouer le jeu. Sous des nouveaux habits, dans un discours nationaliste, d'émancipation, contre l'ancien colon, mais qui en réalité est très content d'hériter d'un système bancal, d'un système élitiste, d'un système de dépossession, d'un système qui va diviser pour régner les populations en leur sein, qui va stigmatiser, qui va jouer la carte confessionnelle, la violence, et qui va donc, à terme, inévitablement, vous l'aurez compris, susciter des rébellions qui vont naître. Les rébellions de la fin des années 60, très tôt déjà, même lorsqu'elles sont suscitées par le jeu des grandes puissances, le Katanga par exemple, et ailleurs, on dépasse un peu notre ère, mais c'est la même logique. Toutes ces rébellions, en fait, se mettent en place dans un contexte dans lequel vous avez fondamentalement quelque chose qui a suscité ceci. Les rébellions ne naissent pas comme ça, ne tombent pas du ciel, un peu comme la question du terrorisme à laquelle vous faisiez allusion. Il y a toujours un déclic, il y a toujours une raison qui amène à ceci. Or là, à mon sens, c'est la faiblesse de la matrice étatique et sa corruption, entre guillemets, dans le sens qu'on a des États qui naissent, mais qui sont en fait tout à fait vides dans ce qu'ils peuvent contenir. Et donc, cette montée en puissance nous amène inévitablement à pushback, une réaction. Et cette réaction va prendre, vous le voyez venir, la forme de mouvements religieux. Si au début des années 60, la grande thématique était celle du nationalisme, nous sommes indépendants, nous avons un État, nous le construire, n'est-ce pas? Mais je disais, vite pris en otage par une élite prédatrice qui fonctionne sur le mode du ventre. Je parle sous le contrôle de la personne qui a inventé ce concept. Cette dynamique se met en place, notamment avec un mouvement dans lequel le nationalisme va rapidement s'essouffler. Les populations vont se retrouver dans cette logique, bon, très bien, on est indépendant, le colon est parti, mais qu'en est-il du nouveau régime? Qu'avez-vous fait pour nous? Et là, on arrive rapidement à l'impasse. Cette impasse, bien entendu, la nature ayant horreur du vide, va être remplacée par non pas ce que vous êtes, mais ce en quoi vous croyez. Et donc vous voyez petit à petit la montée des mouvements religieux à travers la région. Notons que les mouvements islamistes étaient présents au départ dans la compétition. On pense que tout apparaît avec la révolution iranienne, ce qui se passe en Égypte, mais en réalité, dès le début du XXe siècle, les mouvements religieux, qui sont des mouvements également nationalistes, anticolonialistes, en Égypte, en Afrique du Nord, un peu partout, sont là en tant que mode compétiteur. Mais c'est les nationalistes au sens classique, au sens séculier, on va dire, qui raflent la mise. Mais pour un temps. Donc ça, c'est une dimension à garder à l'esprit parce que ce n'est pas simplement une séquence qui se joue de manière linéaire. Il y a cette espèce de va-et-vient entre ces deux populations au sens de compétiteurs. Les acteurs religieux prennent le dessus petit à petit, ils travaillent en underground, ils sont présents en Égypte, ils assassinent Sadat, ils se positionnent un peu plus. La question iranienne intervient, même si c'est une révolution chiite importante. Et puis la grande aventure algérienne, fin des années 80, la guerre civile, et on arrive bien entendu à notre décennie de l'antiterrorisme des années 2000. Donc nous avons, pour résumer ces 3 points et commencer à conclure, nous avons donc une question d'un État face à la nation, aux nations plurielles je dirais, dans ces 3 dimensions que je lance pour notre débat. Un État, un empire ottoman qui a été présent pendant 4 siècles dans cette région, mais qui laisse un vide, et un vide qui doit être rempli de manière, je dirais, imparfaite, par un colonialisme qui est un producteur de désintégration, dépossession, d'aliénation, de violence, comme je disais. Et puis nous arrivons, l'État postcolonial perpétue cette coercition, cet arbitraire, vraiment au sens complet. On l'oublie parfois aujourd'hui, même dans les pays, dans la région. Il y a une forme de nostalgie de ces régimes dans lesquels les routes étaient plus bitumées, les choses fonctionnaient un peu mieux. Le bon Saddam Hussein, me disait un ami irakien, concept assez étrange, mais quand même, on peut comprendre lorsque les gens font face à un chaos ambiant actuel, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais donc cet État postcolonial a malheureusement fait le mauvais choix. Et on peut se retrouver à penser si ces États postcoloniaux avaient fait le pari de la démocratie, de l'émancipation, s'ils avaient poursuivi, j'ai envie de dire dans une logique patrice lugombienne, un peu quelque chose de plus original, plus réel dans ce sens-là, on aurait pu avoir une autre perspective. Mais il n'a pas eu lieu, et on a ce que nous avons. Les mouvements naissent par la suite donc dans la rébellion et dans la violence. Et là, c'est important de garder ce déclic à l'esprit. Ils ne sont pas en soi
telle qu'elle, n'est-ce pas, disons, née dans une violence, mais cette violence est le milieu ambiant dans lequel, d'où ils participent et qu'ils accélèrent. La quête de l'État demeure aujourd'hui. Encore et toujours, nous y sommes. Nous arrivons à l'inévitable pushback qui est celui du printemps arabe, 2010, 2011. Une nouvelle génération naît. Elle ne comprend pas que le monde avec lequel elle interagit sur Facebook, sur Twitter, dans ses voyages, dans leur quotidien, ce monde avec lequel elle interagit est en totale contradiction avec leur expérience quotidienne, qui est une expérience de dépossession, je le disais. Et puis, inévitablement, se pose la question de ces mouvements. On pourra faire l'évaluation du printemps arabe. Alors, je suis toujours un petit peu irrité lorsque j'entends le cliché médiatique ou le raccourci médiatique. Le printemps arabe est devenu l'hiver islamiste, parce que c'est quelque chose d'assez réductionniste. Bien entendu, les islamistes ont raflé la mise, mais on le disait à l'instant, c'était prévisible, parce qu'ils sont mieux organisés, ils sont là depuis longtemps. Et puis ces jeunes qui sont des mouvements en réalité pas organisés, pas comme des syndicats, pas comme des partis politiques, toute leur fougue allait se perdre. C'est de l'énergie. Ce n'est pas des talents au sens d'organisation politique, quelque chose qui est nécessaire pour une transition. Mais le printemps arabe est un projet de longue haleine. Les transitions doivent être évaluées non pas sur 5, 6, 7, 8 ans, mais sur une décennie, 2, 3, une génération. Lorsqu'on pense à d'autres régions de ce monde, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, ce continent, où ce projet a duré 400 ans, on doit se mettre dans un état d'esprit beaucoup plus long. Certes, le temps s'est accéléré, mais on ne peut pas évaluer de manière réaliste et historique le printemps arabe dans une impatience de notre époque, à la fois pour le temps et pour la complexité. Donc je m'arrêterai peut-être ici. Je pense qu'on arrive à ces États, comme je disais, qui font encore face à ce défi de mise en place de l'État. C'est un vrai défi. C'est un beau défi, c'est un défi important, c'est un défi existentiel, mais qui est en cours. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la continuité de ces dynamiques, avec une espèce de retour du colonialisme dans beaucoup de ces aires, pensez à l'Irak, pensez à la Libye, pensez au Sahel, pensez à beaucoup de ces zones, on a une espèce de paradoxe qui est qu'on pousse, on a des générations au sud qui poussent vers un avenir meilleur en même temps que vous avez un ordre mondial qui les confine dans des logiques qui lui sont familières parce que ce sont des logiques de pouvoir qui cachent de moins en moins leur nom. Je pense à l'Amérique trumpienne, par exemple, je pense au retour du racisme en Europe, je pense à beaucoup de problématiques qu'on pensait avoir dépassées et qui sont malheureusement en train de se revenir parmi nous et qui vont poser problème à la fois pour ces régions, pour qu'elles puissent passer à autre chose, et à la fois pour leurs partenaires dans le continent européen et aux Amériques. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mahmoud. Je voudrais pour ma part essayer de mettre en cohérence historique un certain nombre d'événements qui nous sont présentés souvent de manière disparate, évidemment avec, selon une présentation très anxiogène, parce que nous serions submergés par toute une série de crises que l'on présente généralement comme distinctes, comme particulières. La crise des migrants, je n'aime pas le terme, vous l'aurez deviné, mais enfin c'est formulé de cette façon. La guerre civile en Syrie, la guerre civile en Libye, la guerre civile, ou il n'y a pas si longtemps la guerre civile en Irak, la crise iranienne, toute une série de crises dont la thématique nous suggère une espèce de monde, ou plus exactement de partie du monde en situation d'hystérie, en quelque sorte, une espèce de partie du monde agitée de soubresauts qui, au fond, dénote son immaturité politique, son inadaptation à la démocratie, au monde contemporain, etc. En réalité, il me semble que nous ne sommes pas confrontés à une série de crises, nous sommes plongés dans une crise qui a une cohérence, et tous ces épisodes renvoient à un problème que résume ou que porte l'effondrement de l'Empire ottoman, mais également, nous le verrons, d'autres empires, sans qu'il y ait
pu se dégager une réponse ou une solution de substitution philosophiquement, démocratiquement et même politiquement acceptable. Donc il y a un dénominateur commun à toutes ces crises qui nous agitent. Mais tout d'abord, je voudrais introduire un point de méthode, parce que je crains que les chercheurs ne servent qu'à ça. Et je voudrais rappeler ce qu'est un concept, et notamment rappeler la définition deleuzienne du concept. Le concept, nous dit Deleuze, doit désigner non pas l'essence, mais l'événement. Et je pense que cette distinction, comme ça, apparemment un peu bébête, un peu banale, est extraordinairement éclairante pour reformuler les problèmes qui nous taraudent. Par exemple, j'ai le regret de vous dire, c'est un peu désagréable, mais au moins ça va vous réveiller de la digestion, que vous n'avez pas d'identité. Vous êtes pris dans des processus d'identification. Et le concept d'identité est un mauvais concept parce que c'est un concept essentialiste. En revanche, identification, c'est un événement, pas au sens de 1515 Marignan, hein, mais c'est un processus. Bon. La culture, je suis aussi navré de vous le rappeler, n'existe pas. Il n'y a pas de culture suisse, de culture française, d'islam, etc. Il y a une production culturelle qui éventuellement, dans une logique énonciative bien connue sur les bords du lac de Genève, grâce à Saussure, il y a une logique énonciative qui fait que nous produisons des faits ou des symbolisations, etc., que nous avons l'habitude de nommer culture, et que dans une relation dialogique avec l'héritage, mais nous réinventons constamment ce que nous avons hérité. C'est d'ailleurs la logique même du fondamentalisme qui invente un islam ou un christianisme de leurs rêves, de leurs fantasmes, à partir d'un donné. Donc je voudrais que nous gardions à l'esprit cette distinction deleuzienne entre le bon concept, si je puis dire, celui qui dit l'événement, et la mauvaise notion, celle qui nous emmène dans des impasses essentialistes. Un dernier exemple, la religion n'existe pas. D'ailleurs, c'est une catégorie qui a été introduite très tardivement, au XVIIIe ou au XIXe siècle. L'Occident chrétien ne se pensait absolument pas sur un mode religieux. La notion de religion n'existait pas. On était dans une ecclésia et dans laquelle il n'y avait pas cette dissociation des différents champs. Donc, je ne veux choquer personne, mais l'islam n'existe pas. Moi, je n'ai jamais rencontré l'islam. J'ai rencontré des musulmans, et le problème, et la chose intéressante, c'est qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux, ni religieusement, ni politiquement. Je n'ai jamais rencontré le christianisme, bien que je sois d'éducation catholique, c'est-à-dire polythéiste, mais pour certains d'entre vous. Mais par contre, j'ai rencontré des catholiques, et les catholiques ne sont pas d'accord entre eux. Le judaïsme n'existe pas, les juifs existent, et ils ne sont pas d'accord entre eux, ni politiquement, ni religieusement. Voilà, donc cette distinction entre le concept qui dit l'événement et la mauvaise notion qui nous enferme dans l'essentialisation me paraît extrêmement cruciale pour démêler un petit peu le débat auquel nous sommes invités. Je voudrais présenter 3 points plus 1. Je vous rassure tout de suite, je n'aurai pas le temps de traiter le dernier, donc il ne compte pas. Mais enfin bon, voilà, sachez qu'il y a un 4e point virtuel. Mais tout en rappelant que en tant que producteur de concepts, le chercheur, au fond, n'est rien d'autre. Bon, je sais que c'est moins gracieux, c'est moins beau, c'est moins excitant, mais au fond qu'un peintre. Bon. Et nous ne sommes pas dans une logique figurative, nous sommes dans une logique d'abstraction. Le saint patron du chercheur, c'est Malevich. Et nous sommes tous des suprématistes. Le problème, c'est qu'on ne doit pas être des suprématistes blancs. Et ça, c'est un grand défi dans les sciences sociales et dans le contexte qu'a rappelé Mahmoud. Bon, mais nous sommes tous des suprématistes. C'est-à-dire que ce que nous proposons, c'est des concepts. Ce sont des concepts
qui sont beaux ou pas beaux, qui sont utiles ou pas utiles, et qui nous permettent d'imaginer, de penser, de reformuler notre représentation et notre compréhension du monde. Je vais donc, en premier point, proposer ce concept malséant qui met tout le monde mal à l'aise, mais bon, après tout, c'est le rôle du chercheur que de caresser les chats dans le mauvais sens du poil. C'est le concept de national-libéralisme. C'est un concept, j'ai pu l'utiliser de manière polémique, et je peux continuer à le faire si ça vous amuse. Mais dans mon esprit, c'est surtout un concept qui cherche à désigner, dans un sens deleuzien, donc en tant qu'événement, non pas une définition essentialiste, par exemple, de ce que nous nommons, on a eu le débat ce matin, la globalisation. Et effectivement, il n'y a pas de définition acceptable de la globalisation. Par contre, ce concept, peu importe, national-libéralisme ou un autre, mais le problème est de problématiser, enfin, la question est de problématiser ce que nous sommes en train de vivre. Et il me semble que ce que nous appelons, à tort ou à raison, la globalisation ou la mondialisation, repose sur un effet de triangulation. Et vous savez que les peintres abstraits adorent les triangles, donc je vais vous parler d'un triangle. Le premier sommet du triangle, ce sont des effets d'intégration, et on a eu tout à fait raison ce matin, enfin mes collègues ont eu tout à fait raison ce matin, de rappeler, en particulier Bertrand Badi, que l'intégration du monde n'est pas simplement d'ordre économique et n'est même peut-être pas dominée par des logiques économiques, même si les logiques économiques aujourd'hui s'approprient très largement le processus. Mais vous avez eu une intégration religieuse, vous avez eu une intégration scientifique, par exemple, et technologique, et je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul marxiste suffisamment simplet pour affirmer que ce sont des effets de suprastructure dominés, induits par l'infrastructure. Vous avez eu des effets d'intégration communiste, par exemple, l'international communiste, c'était un effet d'intégration du monde, etc., etc. Donc il y a un premier sommet qui est un ensemble de logiques éventuellement disparates, disjonctées les unes par rapport aux autres. C'est la thèse de l'anthropologue Arjun Appadurai, des logiques d'intégration. Le deuxième sommet du triangle, paradoxalement, me direz-vous, c'est l'universalisation, je ne dis pas l'universalité, mais l'universalisation, encore un événement, l'universalisation de l'État-nation comme mode d'organisation considéré comme légitime, et un État-nation territorialisé. Contrairement à ce que l'on dit, en tout cas c'est mon opinion, l'État-nation n'est pas la victime de la globalisation, il est un enfant de la globalisation. Les effets d'intégration et l'universalisation de l'État-nation sont allés de pair depuis le XIXe siècle. Prenez 1848, le printemps des peuples, c'est à la fois le libre-échange et l'idée nationale, l'éclosion dans le monde, et notamment en Europe, de l'idée nationale. La colonisation, c'est à la fois l'intégration de l'Afrique dans l'économie monde capitaliste et le découpage de l'Afrique en territoires administratifs coloniaux qui vont devenir des États-nations et qui ont fait l'objet d'un processus d'appropriation. Et là, je compléterai volontiers tout à l'heure dans le débat ce que disait Mahmoud. 1989-1991-92, dissolution de l'Union soviétique, mais non pas dans le marché, puisque en même temps que la Russie se convertissait non pas à l'économie de marché, mais au capitalisme, la dislocation de l'Union soviétique a donné naissance à un système d'État-nation dont l'idéologie est farouchement nationaliste. Et on retrouve la même chose dans les années 90 avec la Yougoslavie. Donc le deuxième sommet du triangle qui vous chiffonne, j'entends bien, c'est l'universalisation de l'État-nation. Et le troisième sommet du triangle, c'est la généralisation du culturalisme, cette idée qu'il y a des cultures, qu'il y a des identités, de l'identitarisme, par invention de la tradition, je reprends la formule de Hobsbawm et Ranger, et qui est paradoxalement l'idéologie de la globalisation. Donc l'identité, surtout en France, on présente toujours l'identité comme quelque chose qui serait, et la souveraineté de l'État, qui serait remise en cause par la globalisation. Moi, j'inverse complètement le raisonnement. La souveraineté nationale, l'identitarisme sont des produits dérivés de ce que nous nommons la globalisation et notamment de l'intégration du monde. Alors,
C'est un triangle que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas, mais dont je voudrais qu'il reste à votre esprit pour la suite de ma démonstration. Point numéro 2. En effet, en Méditerranée orientale, nous assistons, grosso modo, à partir du XIXe siècle, mais avec un effet d'accélération, à l'effondrement progressif et ensuite la défaite militaire brutale de l'Empire ottoman qui, comme le rappelait Mahmoud, dominait, mais au sens weberien du terme, Herrschaft, dominait les Balkans, le Proche et le Moyen-Orient, l'Anatolie bien entendu, et une bonne part de l'Afrique du Nord jusqu'à la frontière du Maroc. Et dont l'influence s'exerçait plus ou moins directement, plus ou moins intensément, jusqu'aux rives du lac Tchad et en remontant la vallée du Nil. Donc un très grand empire qui certes reposait, comme tout système de pouvoir, comme tout État, sur des effets de coercition. Bon, il y a eu conquête militaire, mais vous imaginez bien qu'un empire qui a subsisté pendant 4 ou 5 siècles, enfin depuis la fin du XIVe, et en tout cas depuis le XVe siècle jusqu'à 1918, reposait également sur des phénomènes de cooptation, sur des phénomènes d'assujettissement dans les deux sens du terme. Donc les gens étaient sujets, mais également des sujets actifs. Bon, il y avait c'était une machinerie extrêmement complexe. Il ne s'agit pas de la conceptualiser de manière un peu niaise en termes de tolérance ou en termes de nostalgie, etc., comme on est un peu tenté de le faire à propos de l'Empire ottoman, comme à propos de l'Empire austro-hongrois, par exemple, à Trieste. Bon, c'était une domination au sens weberien du terme, avec une part d'hégémonie et une part de coercition. Mais c'était une domination qui gouvernait par la différence, comme tous les empires. Les empires, bon, ça a été théorisé par les Britanniques, mais l'Empire romain fonctionnait de la même manière, l'Empire ottoman également, et même l'Empire français reposait sur un principe d'administration indirecte et par le truchement de ce que certains spécialistes de l'Empire romain ont nommé la noblesse des autres. Bon, donc on s'appuyait sur les notabilités et on gouvernait par cet intermédiaire. Pour des raisons qui sont très liées à la triangulation du monde à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, et également sous la pression de l'impérialisme ou des impérialismes britanniques, cet empire ottoman a commencé à s'affaiblir, mais il faut bien voir qu'il est mort d'une défaite militaire. Si les puissances de l'Axe avaient remporté la Première Guerre mondiale, après tout, nous serions peut-être encore dans l'Empire ottoman. Bon, il n'y avait aucune inéluctabilité dans la chute de cet empire, sauf à sombrer dans le déterminisme. En tout cas, cet empire ottoman est mort en 1918-1922, et bien auparavant, certaines de ces provinces avaient basculé dans un autre système d'organisation du monde, qui est précisément ce deuxième sommet du triangle, l'universalisation de l'État-nation. Alors, pour faire simple, cet État-nation qui a succédé à l'Empire ottoman a défini sa citoyenneté sur un mode ethno-religieux, voire ethno-confessionnel. La citoyenneté était reconnue ici aux orthodoxes, avec par exemple la création d'églises autocéphales. Donc on voit bien qu'on est dans le politique. On ne reconnaît plus la suprématie du patriarche de Constantinople. On instaure l'autocéphalie de l'Église orthodoxe serbe, de l'Église orthodoxe bulgare, une autocéphalie qui a largement reproduit d'ailleurs la domination communiste après la Seconde Guerre mondiale. Ailleurs, bien entendu, ce seront d'autres définitions de la citoyenneté sur un mode ethno-confessionnel qui l'emporteront. Je n'anticipe pas sur le débat que nous aurons tout à l'heure à ce propos, mais on sait bien qu'en Turquie, par exemple, les vrais citoyens sont ce que l'on a appelé les Turcs blancs, turcophones d'origine,
sunnites, de rites hannéfites, etc., etc., par opposition aux citoyens turcs de seconde zone, kurdes et autres chrétiens ou juifs, voire alévis. Toute la guerre civile aujourd'hui en Irak ou en Syrie, la guerre civile hier au Liban, mettait en œuvre cette même logique de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Israël lui-même repose sur une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté qui s'accentue de plus en plus, au risque d'ailleurs de mettre en péril l'unité même du pays, puisque vous le savez, il y a en Israël des citoyens qui sont arabes, soit musulmans, soit, on l'oublie trop souvent, chrétiens. Bon. Donc, la machine, l'ingénierie de base de l'État-nation, c'est la purification ethnique. Vous avez la purification ethnique version hard, c'est le génocide des Arméniens. Vous avez la purification ethnique, on va dire médiane, style Milosevic ou autre. Et de ce point de vue, Daesh, mais aussi bien les milices chiites qui ont purifié ethniquement Bagdad après l'invasion américaine, fonctionnent selon cette même logique. Israël, sur un mode, faut-il encore dire démocratique, le fait, mais vous savez que la Grèce, au sein même de l'Union européenne, a abandonné la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, et notamment la mention de la religion sur la carte d'identité, qu'il y a très peu d'années, sous la pression de Bruxelles. Et puis vous avez une purification ethnique, on va dire soft, mais alors là avec beaucoup de guillemets, qui, au grosso modo, ce qu'a fait la Turquie par rapport aux Kurdes. Il ne s'agissait pas de les exterminer, il s'agissait simplement d'essayer de leur faire oublier qu'ils étaient Kurdes et de les turquifier. Bon, mais si vous étiez kurde turquifié, vous pouviez être général dans l'armée turque. C'était pas en soi un très gros problème. Bon. Donc, le deuxième point, c'est de bien voir que ce basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation repose sur ces définitions ethno-confessionnelles de la citoyenneté, dont la seule politique possible, puisque cette définition est de type exclusiviste et essentialisante, dont la seule politique publique possible est la purification ethnique. Ce qui reste au fond à disposition des hommes politiques, c'est la modalité, hard ou soft. Mais c'est dans la logique de ce passage de l'Empire à l'État-nation. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Troisième point pour finir, et je crois que je m'inscris là aussi dans la continuité de ce que disait Mahmoud, ne nous drapons pas dans la vertu d'une Union européenne ou d'une Europe, au sens culturel du terme, aseptisée, parce que cette histoire est la nôtre. Cette histoire est la nôtre en premier lieu parce que nous avons une très grosse responsabilité, par exemple, dans l'exacerbation et finalement dans l'exaspération turco-arménienne, parce que n'oubliez pas qu'il y avait quand même des plans extrêmement précis de la part des puissances occidentales pour dépecer l'Empire ottoman au cœur même de l'Anatolie. N'oublions pas que l'échange des populations, très belle opération de purification ethnique conçue donc à quelques dizaines de kilomètres d'ici à Lausanne en 1923, a reçu, ça ne fait pas partie du traité de Lausanne, ce sont des protocoles annexes, mais qui ont reçu la bénédiction des chancelleries européennes. Donc cette histoire, bien entendu, est très largement la nôtre, et n'oublions pas que la Première Guerre mondiale s'est largement déroulée, on a tendance à l'oublier en Europe occidentale, sur ce front des Balkans et de l'Asie mineure, et que les deux pays qui proportionnellement ont payé le plus lourd prix, le plus lourd tribut humain à la Première Guerre mondiale sont premièrement la Serbie et deuxièmement ce que l'on appelle aujourd'hui la Turquie. En termes de victimes. Bon. Donc il faut un petit peu reconstruire notre perception de cette histoire. Mais surtout, je voudrais rappeler que la construction européenne elle-même repose, je ne dis pas qu'elle en est responsable, et son intérêt au fond était d'essayer de transcender cette histoire tragique, mais la construction européenne elle-même repose sur ces logiques de purification ethnique.
D'abord, le catastrophique traité de Versailles avec cette notion des minorités qui a donné lieu immédiatement à des opérations de purification ethnique entre les deux guerres, parfois de la part de personnages qui sont célébrés dans le panthéon démocratique, comme par exemple Beneš en Tchécoslovaquie, qui a été un très grand purificateur ethnique et qui a réussi à vendre aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale le principe de la déportation des Allemands tenus pour collectivement responsables des atrocités du nazisme. Les nazis, bien entendu, qui ont procédé à la Shoah, en 1945-1947, donc la déportation des Allemands, mais également les échanges de population très coercitifs entre la Pologne et l'Ukraine, par exemple, et bien entendu beaucoup d'autres opérations dans les Balkans. Il y a un lien entre ces horreurs des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman. Ce lien, à son corps défendant d'ailleurs, et il l'a exprimé dans un article publié quelques mois avant sa mort dans un journal de Hambourg, c'est Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, en réalité, dès 1922, même dès 1919-1921, montre la voie aux nationalistes allemands en refusant le diktat de la paix imposé par les Alliés. Et dès 1919-1921, vous avez dans la presse allemande des nationalistes qui disent ce qu'il nous faut, c'est un Mustafa am Rhein. La Turquie, en tout cas le comité Union et Progrès, montrait très bien aux nazis quelle était la bonne solution, la solution qui devait être finale. Au fond, Mustafa Kemal a eu cet avantage comparatif d'arriver au pouvoir alors que le sale boulot avait été fait. Et évidemment, les nazis, eux, ils ont dû le faire. Alors ne croyez pas que c'est une reconstruction de ma part, cette histoire d'échange intellectuel, politique entre le nazisme et non pas Mustafa Kemal lui-même, mais l'histoire du nationalisme turc est tout à fait documentée par un collègue universitaire, historien, et il est très révélateur de cet échange, de cette connivence, que le doyen du corps diplomatique à Berlin ait été l'ambassadeur de Turquie, alors même qu'il n'était pas le plus ancien dans cette fonction. Donc c'était véritablement un hommage que le nazisme rendait à la Turquie de Mustafa Kemal comme précurseur, en quelque sorte, de la politique qu'elle s'efforçait de mettre en œuvre. Et n'oublions pas non plus, et je le dis naturellement sans aucun esprit polémique anti-allemand, qui serait tout à fait déplacé, mais n'oublions pas que le génocide des Arméniens a été réalisé sous, en quelque sorte, la protection militaire de l'armée allemande et avec des auteurs du génocide des Arméniens qui se sont réfugiés en Allemagne après la chute de leur gouvernement et l'armistice de Mudros. Alors, d'une certaine manière, l'Union européenne, et j'en terminerai par là, et vous verrez que je ne traiterai pas le quatrième point, vous constaterez que je ne traiterai pas le quatrième point, comme je l'avais annoncé, l'Union européenne a été une tentative de transcender cette histoire et d'en sortir par le haut. Mais nous voyons très bien aujourd'hui que l'Europe retombe dans les miasmes identitaires. Nous le voyons par tout ce dont nous avons parlé depuis quelques jours, en tout cas de ce que j'ai entendu depuis les 2 jours où je vous ai rejoint. Nous voyons bien comment nous définissons, par exemple, de plus en plus l'Union européenne comme étant une union, une construction judéo-chrétienne. Que comme le disant un historien israélien, ma grand-mère aurait été très heureuse de savoir qu'elle était judéo-chrétienne. Elle est morte à Auschwitz. Bon, donc il y a quand même une assez grande indécence à parler d'Europe judéo-chrétienne toute honte bue. Nous voyons très bien comment nous avons transformé l'Union européenne, Bertrand Badie le rappelait ce matin, en machine à reflux ethnique. 13 milliards d'euros, disais-tu, pour 40 000 morts en Méditerranée. L'Union européenne fonctionne sur le mode de
la purification ethnique. Alors on n'en est pas encore, bien que cela tente certains à s'occuper des gens qui sont déjà à l'intérieur, mais en tout cas on s'occupe déjà fort bien de ceux qui cherchent à rentrer en Union européenne. Nous avons, et nous sommes en train de transformer notre état de droit en état d'abjection. J'ai utilisé l'expression dans un article récent, puisque aujourd'hui, ce qui se passe à Calais, ce qui se passe en Méditerranée, ce qui se passe dans n'importe quelle, ou dans en tout cas beaucoup des capitales européennes et dans les Alpes pas très loin d'ici, relève bel et bien de l'abjection au sens précis du terme. Nous avons en Europe des gens comme Orban, comme le gouvernement qui s'est formé hier en Italie, comme ce qui se passe à Vienne et même à Amsterdam, sans doute à la grande désolation de ce politiste néerlandais dont je ne me hasarderai pas à prononcer le nom, mais qui est le théoricien du consociationalisme. Vous voyez, c'est aussi difficile. Le concept est aussi difficile à prononcer que son nom. Donc, les Pays-Bas aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec, en tout cas, les Pays-Bas que j'ai découverts quand j'étais un très jeune adulte. Je terminerai juste par deux propos polémiques qui montrent à quel point nous nous installons effectivement dans l'abjection politique. Le premier, c'est attrait à la France, où l'on voit très bien comment l'idée laïque, qui est une idée libérale et qui d'ailleurs n'a connu de substantif que très tardivement. Laïcité n'existe pas dans la loi de 1905 en France. Hein. C'est le qualificatif qui existe, l'adjectif. Et c'est une loi libérale qui protège la liberté d'incroyance, mais également, bien entendu, la liberté de croyance, et qui, j'ai oublié le numéro de l'article, je crois que c'est l'article 35, qui punit même toute atteinte à la liberté de croyance. Bon. Et vous savez que cette loi de 1905 a été portée par des radicaux qui étaient tous sauf des esprits tièdes, mais qui se caractérisaient, qui se définissaient comme des opportunistes au sens grec du terme, le sens de l'opportunité, le kairos, bon. Et qui récusaient l'idée d'intransigeance. Chez Gambetta, qui n'était pas un esprit faible, chez Gambetta, la République devait être de consensus et il récusait l'idée d'intransigeance. Quand aujourd'hui, certains nous parlent de leur conception intransigeante de la laïcité, vous voyez bien qu'ils sont complètement dans le faux. Ils sont dans le faux parce qu'ils sont dans le substantif et ils sont dans le faux parce qu'ils sont dans l'intransigeance et non pas dans la recherche du consensus. Ils sont également dans le faux parce que Renan nous disait que la laïcité, c'était, ou plus exactement l'idée laïque, c'était la neutralité. Et nous voyons bien aujourd'hui comment nos hommes politiques en France ne sont absolument pas neutres entre le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc ça, c'était la première remarque polémique pour conclure. Et la deuxième, j'ai été à la fois très amusé et assez accablé lorsque l'Espagne, il y a quelques années, dans un geste de repentance tout à fait extraordinaire, a entendu revenir sur la Reconquista, ou tout au moins sur une partie de la Reconquista, et a proposé donc aux descendants des Juifs expulsés quand ils n'avaient pas été brûlés d'Espagne, de leur restituer par quelque anachronisme, la nationalité espagnole. Je m'en félicite, mais pourquoi pas les musulmans et il y a quand même là une espèce d'asymétrie qui est tout à fait étonnante et qui effectivement s'inscrit dans cette espèce de récit orientaliste qui, à mon avis, est indissociable du triangle malévitchivien sur lequel je vous invitais à réfléchir au début de cette intervention. Je vous remercie. Mahmoud, puisque c'est une partie de ping-pong. Oui, peut-être une réaction rapide, si vous voulez, peut-être avant qu'on ouvre, simplement pour faire écho d'abord aux deux derniers commentaires polémiques qui ne le sont pas du tout. Je pense qu'ils sont déjà factuels et historiques. Je pense qu'on est littéralement sur le premier point dans une période qui est
c'est un peu ce qui est difficile dans cet exercice, c'est-à-dire qu'on essaie de présenter des analyses qui élèvent, qui invitent à l'optimisme, et en même temps, le travail, je pense, de l'analyste, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Or, nous faisons face aujourd'hui à une période qui, par ailleurs, on parle d'un retour des années 30. Alors, bien sûr, les analogies sont toujours trompeuses, chaque période ayant ses caractéristiques, mais on voit tout de même aujourd'hui deux dynamiques pour aller dans le sens de ce que disait Jean-François, qui me posent problème. Le premier, cette espèce de retour d'une phraséologie, d'une attitude, d'action politique qui participe éminemment de choses qui sont antidémocratiques, non démocratiques, mais antidémocratiques. C'est-à-dire qu'elles travaillent contre le tissu démocratique en soi. Or, elles le sont présentées au nom précisément de la démocratie. Et là, on a un véritable souci. On a littéralement des manifestations d'intolérance au nom de la tolérance. On l'a vu, alors l'exemple français m'interpelle encore plus. Je pense qu'il y a une véritable obsession identitaire dans ce pays. On l'a vu à l'occasion régulièrement de cette question de voile depuis ces 30-40 dernières années. On a atteint des épisodes quasiment non-sensiques l'été dernier ou l'été d'avant, dans lesquels on sort une dame pour la déshabiller au nom de sa liberté. Donc voilà, je pense que c'est littéralement la logique dans laquelle... Et bien sûr, vous trouverez des esprits éclairés pour vous expliquer que c'est tout à fait normal et logique, et c'est ce que la communauté, la laïcité, dont on rappelait l'étymologie tout à fait précise, et non simplement l'étymologie, mais le texte de la loi, pas l'esprit de la loi, le texte de la loi, comme l'a fait Jean-François Bayard, et je pense que c'est très important. L'autre point sur lequel tu passais tout à l'heure et lequel je m'inscris tout à fait, c'est ce que j'ai noté ici comme étant les termes de l'échange entre l'autoritarisme et le néo-autoritarisme. Alors l'épisode d'Atatürk influençant ou inspirant les nazis me semble très intéressant, parce qu'on retrouve aujourd'hui des dynamiques tout à fait similaires dans lesquelles des dictateurs du Sud, entre guillemets, se retrouvent de manière assez intéressante à inspirer des démocrates au Nord. Et je vous donne un exemple précis dans lequel on voit que l'autoritarisme, ou le néo-autoritarisme plus précisément d'un Abdel Fattah al-Sisi en Égypte par exemple, est tout à fait quelque chose qui est bien accueilli, qui donne même des idées à un chef d'État démocratique à la Maison-Blanche, Donald Trump pour le nommer. Et donc vous avez cette espèce d'écho qui est très intéressant, dans lequel on pense souvent, à partir du Nord, qu'il y a une certaine unilatérité, c'est-à-dire qu'on donne le là, on parle dans ce sens, et il n'y a que mimétisme de l'autre côté. Alors qu'en réalité, non. Les dynamiques de pouvoir sont complexes, il y a un effet de jeu de miroir, et puis le politique du Sud peut être tout aussi agile, si ce n'est les plus, pour retourner ces dynamiques et influencer en retour. Voyez comment ces acteurs ont eux-mêmes, des Philippines jusqu'à effectivement l'Égypte de Sisi, en passant par Bachar al-Assad bien entendu, ont accueilli l'élection de quelqu'un qui est en train de saper la démocratie américaine dans cette république qui demeure encore une démocratie, notons-le en ce sens-là. Et il y a un véritable pan sur l'absence de débat en Europe, en ce sens, à mon sens, sur le retour de dynamiques antidémocratiques, racistes dans ce pays aux États-Unis, qui va prendre de l'ampleur plus on va dans ce sens, et qui fait écho, à mon sens, à ce moment d'intolérance, de néo-autoritarisme mondial, comme on pourrait le dire. Je vous invite à lire par exemple l'ouvrage de Robert Vitalis récemment, un théoricien des relations internationales, qui reconstruit l'origine des relations internationales, qu'il trouve tout simplement comme étant, il y a un siècle, racialisée, et non pas cette vision qu'on a de différentes écoles qui présentent le monde tel qu'il est. À nouveau, l'interprétation et les perspectives en ce sens. Le dernier point sur lequel je voudrais bâtir par rapport à ce qui a été dit, c'est l'idée très, très, très importante de la mondialisation et comment nous sommes, ces différents éléments doivent être lus dans la manière dont la mondialisation construit une grammaire d'époque dans laquelle tout peut être inscrit. Et là, il y a un point qui n'a pas été complètement mentionné, tu y as fait allusion, mais je le dirais complètement explicite, c'est la manière dans laquelle nous avons d'autres enfants de la mondialisation, spécifiquement les groupes armés non étatiques qu'on a vu émerger, je pense à Al-Qaïda, je pense à l'État islamique. Et là, il y a un autre récit. On pense souvent, lorsque je vous dis Al-Qaïda, l'État islamique, certainement lorsque vous écoutez le 20h, ou CNN, ou Al Jazeera, ou France 24, ce sont des acteurs religieux, ce sont des fous de Dieu.
même si le terme fou de Dieu, au départ, chez Léon Bloy, est quelque chose de positif, par exemple. Donc vous avez quand même quelque chose d'assez intéressant, comment cette vision a été reprise. Mais en réalité, j'avancerai l'idée, comme je l'ai fait dans mes travaux, qu'en réalité, ces mouvements sont les enfants de la mondialisation, notamment Al-Qaïda, tout autant, si ce n'est plus, qu'ils sont les enfants de l'islamisme radical. Et donc la manière dont ils sont nés avec cette époque, ces dynamiques, tout ce qui a été décrit comme étant cette grammaire de choses enchevêtrées, télescopées, produites et reproduites, ce langage visuel, à l'évidence la technologie, ces déplacements incessants, ce transnationalisme, tout ceci préside à la naissance et donc aux destinées de ces mouvements. Et pour terminer, nous avons donc aujourd'hui ce que j'appelle ces va-et-vient de violence qui font que l'État islamique, par exemple, une entité née au Levant, Mossoul, Raqqa par exemple, aujourd'hui se retrouve tout aussi présente à Liverpool, Manchester plus précisément, Londres, Paris ou Minneapolis en ce sens-là. Non pas en termes de communautés locales qui seraient des espèces de cinquième colonne comme on le présente à demi-mot souvent, mais en réalité des acteurs locaux et même pas des acteurs culturellement de deuxième ou troisième génération, mais précisément ce que vous appelleriez en France par exemple des gens de souche, qui sont tout à fait dans cette production et cette reproduction de violence contemporaine, donc qui est mondialisée en ce sens. Et donc on a ces espèces de langage de la mondialisation qui préside à nos destinées plus que jamais, je dirais. Voilà. J'ai abusé de mon temps de parole, donc mais juste pour approuver et souligner l'analyse de Mahmoud. Et chacun de ces mouvements, à bien des égards, s'intègre dans le triangle. Bon, le triangle, c'est un type idéal, hein, c'est une abstraction. Bon, mais il faut quand même rappeler, par exemple, que Daesh a été très largement créé par des officiers bassistes, par le joint venture avec des éléments plus ou moins dissidents d'Al-Qaïda. Bon, donc on n'est pas dans une logique différente. Et pareillement, Daesh est un produit dérivé de l'intervention américaine. Daesh a d'abord été un mouvement de résistance. Je suis navré pour les oreilles françaises qui doivent crisser. Ça a été un mouvement de résistance contre ce que l'on appelle en bon français une occupation militaire. Bon. Et dont le coût humain a vraisemblablement été supérieur à celui de la dictature de Saddam Hussein, qui pourtant s'y entendait en la matière. Bon.